RCF. Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui, vie des églises. Anne-Marie Chany, bonjour. Bonjour. Vous êtes de retour dans cette série radiophonique consacrée aux archives diocésaines. C'est votre domaine puisque vous êtes l'archiviste du diocèse de Nevers. Dans nos émissions précédentes, vous avez évoqué la figure de Monseigneur Étienne Lelong que nous ne lâchons pas dans ce nouveau chapitre qui lui est consacré. Il fut évêque de Nevers entre 1877 et 1903, donc un épiscopat de 26 années, c'est plutôt long. Notre émission d'aujourd'hui, vous avez choisi de la consacrer à la laïcisation de la société. Voici donc le troisième volet consacré à Monseigneur Lelong. Après avoir présenté l'administrateur du diocèse, j'ai évoqué ses relations tendues avec l'administration civile et la lutte contre les congrégations dans le cadre de la politique scolaire. Je rappelle que cet épiscopat se déroule dans un climat de tension, voire de conflit, entre l'Église et le gouvernement républicain qui, sans remettre en cause la liberté des cultes, souhaite établir une société laïque. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer les grandes étapes de laïcisation de la société, puis d'analyser leurs répercussions dans les paroisses du diocèse à travers quelques exemples concrets. Toute une série de mesures sont prises par le gouvernement républicain dans le but de laïciser la société. Malgré une opposition parfois violente, les catholiques ne réussissent pas à créer un sursaut politique en leur faveur. Voici les principales mesures, en laissant de côté enseignement et congrégation évoqués précédemment. En 1880, le 14 juillet est choisi comme date pour la fête nationale républicaine, célébrée pour la première fois le 14 juillet 1880. En 1881, les cimetières sont laïcisés. Ils perdent leur caractère confessionnel. Les quartiers réservés aux différents cultes, aux suicidés, sont supprimés. Les hôpitaux sont également laïcisés, privés d'aumôniers. Des crucifix sont enlevés dans les lieux publics. En juin 1882, une circulaire au préfet prévoit que les maires peuvent interdire les cérémonies extérieures du culte, c'est-à-dire les processions. En juillet 1884, la loi autorisant le divorce est rétablie. Le divorce avait existé depuis la Révolution jusqu'à son interdiction en 1818. La même année, les prières publiques dans les assemblées sont supprimées. En 1885, le contrôle sur les fabriques paroissiales est renforcé. Les fabriques gèrent les finances et les biens. En 1886, on supprime le traitement des vicaires dans les communes de moins de 5000 âmes. En 1887, est votée une loi sur la liberté des funérailles, avec réglementation des enterrements civils et de l'incinération. La même année, après de vifs débats, une loi astreint les séminaristes au service militaire alors qu'ils en étaient exemptés. Cette loi est surnommée « Loi des curés sac au dos ». La semaine religieuse, bien sûr, commente, critique abondamment chacune de ces mesures. Le ton est souvent polémique. La semaine religieuse dénonce en même temps la franc-maçonnerie, la grande hérésie du jour pour Monseigneur Lelong. Quelles répercussions locales de ces décisions ? Il convient d'abord de souligner qu'avec la République, la position du curé, qui a longtemps été le notable du village, est profondément modifiée. À partir de 1882, il y a dans chaque commune une école publique laïque et à partir de la loi municipale de 1884, des conseillers municipaux élus au suffrage universel qui élisent ensuite leur maire. L'historien Pierre Pierrard écrit « Dans la hiérarchie des notables locaux, le curé est ainsi dépassé par ses deux principaux compétiteurs, le maire et l'instituteur. » Il continue « Nombre de mairies passent alors des mains de propriétaires conservateurs à celles des maires républicains, appartenant moins au milieu paysan qu'à celui des petits notables. Conséquence, lorsque chacun y met du sien, les relations entre maire et curé sont bonnes, mais ce n'est pas toujours le cas. Monseigneur Lelong donne un conseil à ses curés, cité par Jean Batteux. « Ce que vous devez particulièrement éviter, c'est de vous mêler des affaires de la commune et de son administration. Ce n'est pas votre mission, vous n'avez pas de grâce d'État pour cela. » Monseigneur Lelong est un évêque certes exigeant avec ses prêtres, mais il les soutient toujours, même ceux qu'un préfet juge remuants.
Les relations avec des municipalités sont régulièrement tendues. Les conflits sont plus ou moins aigus en fonction de la couleur politique de la mairie et de la personnalité du curé. Ils portent sur différents aspects de la vie quotidienne, processions, sonneries de cloches, enterrements, horaires du catéchisme notamment. Une source de tension dans de nombreuses paroisses est l'interdiction des processions que les maires peuvent décider. Les manifestations extérieures du culte catholique étaient courantes. Cortèges funèbres se rendant au cimetière, visite pastorale de l'évêque, processions dérogation pour bénir les cultures, elles pouvaient durer 3 jours, comme à Saint-Brisson vers 1890. Procession pour la fête paroissiale, pour la fête Dieu, pour le 15 août. Voici l'exemple du déroulement d'une procession à Guérigny. Elle part de l'église pour se diriger par la rue des Baraques, au reposoir élevé devant la maison des Sœurs, puis se dirige par la rue des Demoiselles et la rue des Abbés au reposoir traditionnel de la promenade des Abbés et revient par l'allée de la direction au reposoir de la place du marché pour rentrer à l'église où une dernière bénédiction est donnée. On fait habiller ce jour-là une quinzaine d'enfants de chœur. L'usage est de chanter une antienne à la Sainte Vierge et un tandem ergot à chaque reposoir. Leur interdiction donne lieu à des incidents. À Nevers, en 1881, pour la fête Dieu, l'évêque fait tous les préparatifs sans même prévenir la municipalité qui réagit. Elle n'interdit pas la procession, mais interdit d'élever des reposoirs et de laisser la procession s'arrêter et stationner. L'évêque proteste si vigoureusement que le maire interdit toute procession. Même interdiction à Pouilly, Clamecy. Dans nombre de communes, elles ne sont pas totalement supprimées, mais leur circuit est fortement raccourci. De l'église à la mairie, à Saint-Léger-de-Fougeray, autour du clos Notre-Dame, à Château-Chinon. Ces manifestations se teintent parfois de couleurs profanes, comme l'a étudié Liliane Pinard dans le Morvan. La laïcisation de la société, c'est le thème de cette émission d'aujourd'hui. Dans cette série radiophonique, les archives diocésaines, avec notre guide Anne-Marie Chany dans les programmes nivernais d'RCF. Vous êtes archiviste du diocèse de Nevers et vous nous parlez de la figure de Monseigneur Étienne Lelon dans une série d'émissions. C'est le chapitre 3. Et nous poursuivons à présent cette nouvelle émission qui lui est consacrée sur les processions, l'interdiction plus précisément dans d'autres paroisses du diocèse. À Decize, les processions sont interdites en 1883. Je cite, « Considérant que les ponts de Decize sont très longs et manquent de largeur, considérant que les rues de la ville sont très resserrées, considérant que les processions sont une gêne pour la libre circulation des citoyens et une atteinte à la liberté de conscience. » À Saint-Parise, interdiction en 1890. À Guérigny, en 1897, le maire interdit les processions. Le curé est alors Alexis Lemaître, une forte personnalité, et c'est celui qui deviendra évêque de Carthage. Il réagit avec succès. Poussé par les 3 ou 4 sectaires du conseil, un arrêté interdit les processions. Aussi, quand meurt la belle-mère du maire, le curé Lemaître déclare ne pouvoir aller faire la levée du corps puisque les processions sont interdites. L'arrêté municipal est rectifié. Les processions sont interdites, sauf pour les convois funèbres. Les conflits peuvent se terminer au tribunal. En 1881, pour la fête nationale, le maire de Donzy souhaite peindre la girouette sur l'église aux couleurs républicaines sans en référer au curé. S'y ajoute un différend concernant les sonneries de cloche le 13 juillet. Le maire fait peindre en rouge sur l'église propriété communale, liberté, égalité, fraternité. Il interdit en outre les processions. Le curé Dominique Bailly persiste à en organiser. Pour celle du 15 août 1895 et celle de la fête Dieu 1896, il est condamné par 2 fois à une amende de 5 francs. La 3e fois, après une nouvelle procession organisée peu après celle de la fête Dieu 96, l'amende est assortie de 2 jours de prison.
L'arrestation du curé Dominique Bailly fait un tel bruit que le journal Le Pèlerin, largement diffusé en France, y consacre plusieurs pages. En voici un extrait publié par l'abbé Maurice Joannet. Pendant 2 jours, les gendarmes montent la garde autour du presbytère pour empêcher toute tentative d'évasion. Enfin, le mandat d'amener arrive et les représentants de l'ordre public pénètrent dans le presbytère et se trouvent vis-à-vis du curé revêtu de son surplis. On réquisitionne une voiture, mais tous les loueurs refusent. Il faut se résigner à conduire le curé à la gendarmerie. À midi, le curé est conduit à pied à la gare. La population tout entière l'accompagne. Des acclamations ne cessent de retentir. « Vive monsieur le curé, vive la liberté, vive les processions !» Monsieur le curé est conduit à la prison de Caunes, toujours revêtu de son surplis. Libéré 2 jours après, on lui fait une grande ovation lors de son retour à Donzy. Une grande partie de la population l'attendait à la gare. On lui offre des bouquets de fleurs, un cortège le conduit à l'église, précédé du drapeau national. Les cloches sonnent à toute volée. L'affaire est portée en 1897 devant le Conseil d'État, qui juge que le maire n'est pas sorti de ses attributions. Le recours du curé est donc rejeté. Mais des courriers de soutien arrivent de toute la France. À Corbigny, une paroissienne est condamnée à une amende pour avoir embarrassé la voie publique en y installant un reposoir entouré de charmilles, mesurant 7 mètres de longueur et 3 mètres de large, diminuant la liberté de passage réservée aux passants. Autre sujet de tension, le 14 juillet, choisi en 1880 pour être la fête nationale. Les députés ont été appelés à adopter une date glorieuse, alors que les débats autour de la Révolution étaient encore vifs et partisans. Le choix final du 14 juillet renvoie simultanément à la prise de la Bastille, symbole de liberté, et à la fête de la Fédération qui, le 14 juillet 1790, rassembla tous les députés et le roi au Champ de Mars à Paris. Dans les années 1880, le caractère militant de la fête nationale s'exprime souvent avec une connotation anticléricale, d'où différentes stratégies mises en place par les opposants, silence des cloches, refus de pavoiser les édifices religieux, voire célébration de messes de requiem à l'intention des victimes de la Révolution. À Chantenay-Saint-Imbert en 1885, l'adjoint au maire demande au curé les clés pour sonner les cloches le 13 juillet au soir et le 14 au matin. Le curé refuse. L'adjoint passe outre et fait sonner 1 heure le soir, une demi-heure le matin, puis une nouvelle sonnerie vers 2 heures pour donner le signal de l'exécution du programme prévu. À Lucenay-Lézé, des sonneurs non attitrés ont crocheté la porte pour accéder aux cloches. À Saint-Sauge, des lampions sont accrochés au presbytère sans l'avis du curé. À Menou, à la suite d'un conflit, le préfet écrit à l'évêque qu'il ne peut imposer aucune restriction au droit des mairies de comprendre plusieurs sonneries de cloches dans ce programme de la fête, mais il pense qu'1 ou 2 suffiraient. À Guérigny, malgré des illuminations que le curé Meunier juge réussies, il écrit que les cloches de l'église n'avaient pas été installées pour un service de ce genre. En 1897, le maire veut imposer des sonneurs de son choix. Le curé Alexis Lemaître refuse pour une question de principe, en s'appuyant sur une circulaire ministérielle que le maire ignorait. Finalement, c'est le sacristain qui sonne les cloches. Je cite « Le soir, veille du 14, et le 14, le matin et à midi, à 3 volées chacune. » Mais au moment de payer le sacristain, le maire refuse de faire un mandat jusqu'à la mise en demeure de la préfecture, mais sans utiliser la totalité du crédit ouvert. Le curé commente « Elle est belle l'égalité promise par les socialistes et ils ont un singulier sentiment des convenances et de la justice distributive. » Je terminerai par un problème d'affichage. À Oisy, en 1885, le maire a désigné le magasin de la pompe à incendie, les façades de l'église et des chapelles d'Oisy et de Parois pour recevoir les affiches et avis administratifs. Plusieurs réclamations sont adressées par le curé. Par un courrier à l'évêque, le préfet explique qu'il demande au maire de chercher un autre emplacement, mais, je cite, « Je ne dispose d'aucun moyen légal pour rapporter l'arrêté municipal. En effet, la loi interdit seulement l'affichage des professions de foi et des affiches électorales sur les édifices consacrés au culte. » Lors de la prochaine émission,
Nous poursuivrons le récit de ces tensions qui perdurent jusqu'à la loi de séparation des églises et de l'État, et nous verrons les derniers points de l'épiscopat de Monseigneur Lelon. Un grand merci, Anne-Marie Chagny. Vous êtes, je le rappelle, l'archiviste du diocèse de Nevers et vous nous proposez cette série radiophonique. Vous allez puiser dans les archives et dans cette série qui est consacrée à Étienne Lelon, cet évêque de Nevers entre 1877 et 1903. Nous allons en apprendre encore davantage dans le prochain rendez-vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.